Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans cette édition. La visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bassa-Sandra s'est finie depuis le 7 mars dernier, samedi donc. Elle avait démarré le 4 mars. Vous le savez, le chef de l'État a visité également la Nawa et le Boclé. Alassane Ouattara a animé une conférence de presse pour faire le point à l'issue de cette visite. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert hier lundi un séminaire qui porte sur la présentation du rapport de la phase 2 de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. La rencontre qui a refermé ses portes en fin de journée devrait permettre de dégager le comment accéder à l'émergence en 2020. Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020, loin d'être un slogan, une ferme volonté affichée par l'État ivoirien. Mais quelles sont les étapes à franchir pour accéder à l'émergence? Que faire pour y parvenir et à quelles conditions? Ce sont les questions qui sont sur la table du séminaire qui a ouvert ses portes ce matin. Il s'agit pour le Centre de développement de l'OCDE de poser les diagnostics après près de 6 mois de travaux. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire va ainsi fournir des pistes d'action aux autorités ivoiriennes qui soient à la fois concrètes et adaptées aux besoins du pays. 4 ans après la crise qu'a traversé le pays, les progrès sont notables, mais beaucoup reste à faire et le gouvernement en a conscience. La présente étude vise à offrir au gouvernement un cadre de référence pour la réalisation de sa stratégie liée à la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Conformément aux termes de votre mission, il vous appartient, après avoir identifié les obstacles au développement de la Côte d'Ivoire et à l'atteinte d'une croissance soutenue et inclusive sur le long terme, identifier clairement les leviers et les moteurs de la croissance de la Côte d'Ivoire, qui lui permettront d'atteindre et de maintenir sur le long terme des taux de croissance soutenus nécessaires pour accélérer la progression vers l'émergence. La deuxième phase des travaux doit courir dès les mois de juillet-août prochains. Reportage signé Alexis Ouedraogo. Dans le cadre du retour des structures du BIT, le Bureau international du travail en Côte d'Ivoire, une mission de haut niveau composée d'une délégation est à Abidjan, conduite par son directeur général adjoint. Elle a pris part à une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Au menu de cette rencontre de travail, les conditions du retour du BIT en Côte d'Ivoire. C'était hier lundi dans les bureaux du ministère. Le retour des institutions internationales délocalisées à cause de la crise de 2010 se poursuit. Le Bureau international du travail ouvrira à nouveau ses portes à Abidjan. C'est cette nouvelle que le directeur général adjoint de l'institution, Gilbert Ngbo, est venu annoncer aux autorités ivoiriennes. Pour moi et pour nous, c'est tout à fait naturel. Lorsqu'on était parti en 2004, c'est dans des circonstances que nous voulons tous, sur lesquelles on veut tourner la page. Et on était parti de façon provisoire, de façon temporaire, donc c'est tout à fait naturel. Ceci étant, je dois dire que les autorités ivoiriennes à tous les niveaux ont toujours été alertes et déterminées à s'assurer que ce retour se fasse le plus vite possible. Une bonne nouvelle, assure le ministre d'État Dosso Moussa, vu l'importance du BIT dans le monde. Le Bureau international du travail appuie la Côte d'Ivoire dans un programme qu'on appelle l'enquête emploi. Et l'objectif qui est visé par ce programme, c'est de donner la possibilité au ministère, renforcer les capacités du ministère en vue de la prise en charge définitive de cette question. Outre les échanges autour de l'agenda du retour du BIT à Abidjan, ont été également abordées les questions de l'emploi jeune et de la sécurité sociale, des domaines dans lesquels le Bureau international du travail pourrait apporter sa contribution. Le zoo d'Abidjan, une vingtaine d'hectares dans le texte, donc théoriquement, mais seulement le tiers est exploité. La faute à une occupation anarchique de l'espace envahie par des habitations de particuliers, mais aussi une population animale émiettée
par la période de crise. À la faveur de la population officielle de 3 lions venus d'Afrique du Sud à ce zoo, un don de l'État de Côte d'Ivoire pour booster ce projet de repeuplement du zoo d'Abidjan. Une journée de lundi au zoo d'Abidjan. La tâche de Dominique, s'occuper des sauriens. Ce sont les crocodiles, cette espèce précise, le faux gavial. L'exercice n'est pas toujours aisé. Quand ils tombent malades, des fois quand ils se blessent, il faut les capturer et les gens les attrapent avant de les soigner. Donc pour l'attraper, c'est pas facile. Pas facile, mais pas forcément dangereux. Du moins, nous nous laissons convaincre et descendons à notre tour dans la cage. Ici, 36 gavials sur la soixantaine de crocodiles que compte le zoo d'Abidjan. Mais l'attraction du jour est ailleurs. Annoncés comme des superstars, ces 3 lions venus d'Afrique du Sud et présentés par le ministre des Eaux et Forêts en personne. Ce sont des lions qui sont très jeunes, ils ont 2 ans, un mâle et deux femelles. C'est que ces 3 lions sont l'amorce de la politique de repeuplement du zoo d'Abidjan, dans le projet bientôt des zèbres. On a refait les infrastructures, on est en train de le repeupler et il y aura la deuxième partie où on aura un mini safari où vous allez avoir toutes sortes d'animaux, des girafes et d'autres félins. En résumé, un zoo plus attractif, mais un problème, le site est à la réalité exiguë. Seulement 12 hectares exploitables sur les 20 qui auraient dû appartenir au zoo d'Abidjan. Il y a donc 7 à 8 hectares qui ont été squattés, qui normalement font partie du zoo. Si vous suivez mon regard, voilà le grand baobab qui est là-bas. Au-delà du zoo, au-delà du bitume, c'est la limite du zoo. Donc si vous regardez à gauche là-bas, il y a un quartier précaire qui fait partie du zoo. Donc actuellement, les 12 hectares du zoo sont là, mais il n'y a que 4 à 5 hectares qui sont exploités. La question préoccupe cependant les autorités. 1 milliard de francs CFA prévu pour le plan général de réhabilitation, dont plus de 280 millions pour le repeuplement du zoo d'Abidjan. Il existe depuis 1972, aujourd'hui 241 animaux d'une quarantaine d'espèces y vivent, de quoi attirer quelques amoureux de la nature. Le reportage c'était signé Franck Quadio. Tamouké, Mwalouké et Kisanga sont des robots. Ils sont agents de la circulation. Proposés par l'association d'ingénieurs Women's Technology, ils sont déployés dans les rues de Kinshasa en République démocratique du Congo dans le but de limiter les accidents et fluidifier le trafic. Christelle Menon, on nous en dit plus. Plus de 2000 accidents mortels sur les 9000 accidents enregistrés depuis 2007 pour la seule ville de Kinshasa en République démocratique du Congo. Des femmes ingénieurs de l'association Women's Technology ont proposé une solution. Les robots Tamouké, Mwalouké et Kisanga, des robots roulage intelligents qui règlent la circulation des carrefours encombrés et parfois dangereux de la capitale congolaise. Le robot a des caméras de surveillance. Il prend en temps réel tout ce qui se passe ici. C'est très bien ça. Ça va nous éviter les embouteillages. Parce qu'il y a certains chauffeurs qui ne respectent pas les policiers de la route. Mais avec le robot, ça sera différent. Nous devons respecter le code de la route du robot. Nous sommes très contents de ça. Ces robots fonctionnent comme un agent de circulation ordinaire, fait d'aluminium et alimenté par panneaux solaires. Ils règlent la circulation avec les bras et un plastron lumineux qui passe successivement du vert au rouge. Atout supplémentaire, ils filment les violations du code de la route grâce à des caméras de surveillance qui fonctionnent, même si le robot est hors service. Nous devons féliciter nos ingénieurs congolais, mais l'agent de police doit faire son travail. Vous savez qu'il y a de grands pays au monde qui ne vivent que de contrevention, de la fiscalité. Et la police commence aussi à faire entrer l'argent dans la caisse de l'État. 3 nouveaux robots de 250 kg pour 2,50 m et 27 500 $ l'unité. Ils s'ajoutent à 2 prototypes déjà installés en 2013. Un déploiement de 30 autres machines est prévu dans la capitale congolaise. On reste avec Christelle Menon pour parler de Solar Impulse 2. Ce deuxième prototype après Solar Impulse 1, c'est le premier avion fonctionnant à l'énergie solaire. Solar Impulse 2 a décollé hier matin d'Abu Dhabi pour un tour du monde. Un exploit technique à mettre à l'actif de 2 chercheurs suisses, André Borschberg et Bertrand Picard. Une contribution à la promotion des technologies propres.
7h12, Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Un avion à énergie solaire décolle de l'aéroport d'Al-Batin, direction Est, pour un tour du monde. Solar Impulse 2, de la lignée du Solar Impulse 1, appareil révolutionnaire, vol de nuit comme de jour, sans carburant, ni émissions polluantes. Un bijou technologique vert alimenté exclusivement à l'énergie solaire. C'est le résultat de 12 années de recherche menées par André Borschberg et Bertrand Piccard, deux chercheurs suisses, copilotes sur ce vol historique. Un tour du monde en 12 étapes sur 5 mois, dont 25 jours de vol effectif. Le vol se fera à une altitude maximale de 8500 mètres pour une modeste vitesse de 50 à 100 km/h. L'engin pèse 2,5 tonnes et est propulsé grâce à l'énergie fournie par plus de 17 000 cellules solaires, tapissant 72 mètres d'ailes, presque aussi longues que celle de l'Airbus A380. Un exploit scientifique qui veut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le message politique de ce tour du monde qui s'achèvera à Abu Dhabi début août prochain, mais avant, première escale après 12 heures de vol, Mascate, capitale du sultanat d'Oman. 20 ans de prison pour Simone Gbagbo. C'est le verdict dans le procès de la crise post-électorale qui est tombé tard cette nuit. L'ancienne première dame Simone Ive a été jugée pour son rôle dans les violences électorales de 2010 et 2011. Violences qui avaient fait à l'époque 3000 morts. L'enquête sur l'attentat de Bamako se poursuit. Policiers belges, français et enquêteurs maliens sont à pied d'œuvre pour recueillir tous les indices qui peuvent encore l'être afin d'identifier et de retrouver les assaillants qui ont attaqué le bar-restaurant, la terrasse et qui sont encore en fuite. Et puis, cet accident d'hélicoptère qui est survenu cette nuit en Argentine, 10 personnes sont mortes, dont 8 Français. Ils participaient au tournage d'une émission de télé-réalité pour la première chaîne de télévision française. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce matin. Merci de rester sur RTI. Une bonne suite de programmes avec Mariam Touré.